Philippe. Philippe, hier, c'était les DSI et la RSE, et là, ce sont les fournisseurs et la RSE. Et la réduction de l'empreinte carbone, enfin, on va parler green, on va être une greenitude accomplie. Alors, 4 intervenants et intervenantes, merci Charlotte, pour représenter un petit peu ce que proposent les fournisseurs et en quoi ils contribuent à la réduction de l'empreinte carbone de leurs clients. Hugues Euzet. Hugues Euzet, vous travaillez chez Pure Storage? Oui. Vous faites quoi chez Pure Storage? Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis le directeur France de Pure Storage. Bien. Gaël Menu, vous travaillez chez HPE? Oui, tout à fait. Donc, je suis le directeur commercial de Hewlett Packard Enterprise. Super. Charlotte, alors nous, Zoom. Zoom, je travaille chez Zoom en France et je suis porte-parole et je m'occupe du marketing aussi pour la France. Et Bruno, pour terminer, Picard, vous travaillez chez Nutanix. Absolument. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis directeur technique pour la France et l'Afrique francophone chez Nutanix depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Bon, on a quand même les profils qui conviennent pour aborder la grande question de la contribution des fournisseurs de technologie dans la réduction de l'empreinte carbone. Et j'ai envie de dire, Hugues, oui. Quelles sont les innovations? Alors, on est dans l'innovation, on est à l'ITES. Donc, quelles innovations Pure Storage a-t-elle mises en place pour réduire sa propre empreinte carbone, mais surtout celle de ses clients? Oui, l'objectif, c'est d'aider au maximum nos clients. Pure a 11 ans. Donc, on a trois démarches principales. Une première, axée autour du logiciel. Comment est-ce qu'on réduit la masse de données par la technologie logicielle? Donc, la fameuse data réduction et tout ce qui s'ensuit. Parce que plus on va optimiser la réduction de ces données, moins on va stocker. La deuxième, elle est matérielle, optimisation avec toute la technologie autour du flash et des nouvelles technologies qui sortent quasi annuellement. Et la troisième, elle est programmatique. Un programme autour de l'éco-conception, avec un programme qui s'appelle Evergreen. Donc en plus, il porte bien son nom, ça a été créé en même temps que la société il y a un peu plus de 10 ans. Et ça fait quoi? Ça va permettre de ne plus être dans l'obsolescence programmée, de ne plus faire de tech refresh, on y était dans l'obsolescence programmée. Oh oui, quand même. Quand même un peu. Oui. Donc, et pas que dans l'IT. Hein. Non. On a tous des frigos. etc. Ah bah oui, ça tombe en panne. Donc plus d'obsolescence programmée. Donc plus d'obsolescence programmée, ce qui veut dire que l'on n'est plus dans des cycles de rafraîchissement. Dans notre industrie informatique, tous les 5 ans, on nous explique qu'il va falloir faire un tech refresh et puis on va avoir une maintenance qui va augmenter. Donc ça n'existe plus. On est sur des maintenances qui sont fair, end flat et capé. Et puis on est sur l'usage au maximum dans un cercle vertueux pour pouvoir utiliser le plus longtemps possible les matériels que l'on a. Et nous sommes en charge de la gestion de l'obsolescence de ces matériels. Donc ça veut dire qu'on a moins d'obsolescence. On va moins avoir de machines à refresher. Donc, on va produire moins, on va extraire moins de terres rares, moins de cobalt, etc. Moins d'eau, parce qu'il faut quand même savoir que 2 tiers de la population mondiale est en pénurie d'eau. C'est extrêmement important. Et quand on extrait, on utilise l'eau par l'hydro. Donc voilà, c'est ça notre principale contribution technologique pour aider nos clients. Merci Hugues. Alors, chez Nutanix, le problème est un petit peu différent, puisque vous n'êtes pas réellement constructeur de hardware, peu s'en faut. Donc du coup, quelles sont les innovations que vous mettez en œuvre pour, à votre niveau, au niveau de Nutanix, partager aussi à ce grand mouvement de greenitude? Comme tu l'as dit, on n'est pas fournisseur de matériel, on est un éditeur de logiciels, on édite une plateforme logicielle, on est leader de l'hyperconvergence et on édite une plateforme logicielle ouverte, simple, hybride, multicloud, qui a pour objectif de simplifier l'ensemble de simplifier et de masquer la complexité en fait des infrastructures et de l'hybridation vers le cloud public. Et donc, comme on est une plateforme logicielle, on est complètement agnostique en termes de matériel. Ce qui explique que... Et on n'est pas attaché à nos matériels. Le modèle de licence de Nutanix n'est absolument pas attaché au matériel. Ça veut dire qu'à tout moment, un client qui acquiert le droit d'usage de nos solutions logicielles peut le faire sur n'importe quel fournisseur de matériel. On le verra tout à l'heure aussi sur n'importe quel fournisseur de cloud public. Ce qui explique qu'on laisse la possibilité à nos clients de choisir le meilleur matériel qui leur semble fourni par le constructeur, qui leur propose la meilleure réponse aux problématiques environnementales. Et d'ailleurs, notre partenaire à droite, HPE, est un partenaire important de Nutanix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai bien aimé quelque chose hier qui a été cité, qui est que
le meilleur matériel, c'est celui qu'on n'a pas besoin d'acheter, d'un point de vue green. Et c'est vraiment la philosophie de Nutanix. La philosophie de Nutanix, c'est d'avoir une infrastructure logicielle qui permette de mettre en place, de n'acheter, d'installer, de n'utiliser que ce dont les clients ont réellement besoin aujourd'hui, et non pas prendre en compte une éventuelle progression dans le temps, une éventuelle croissance, qui sera ou sera pas là en fonction de la stratégie d'hybridation vers le cloud public. Ça veut dire qu'on a la majorité de nos clients qui peuvent partir avec une petite infrastructure matérielle et notre logiciel et pouvoir évoluer de manière très simple, à la hausse comme à la baisse. C'est la scalabilité dont tout le monde parle. Exactement. Et à la baisse, ça veut dire aussi qu'on peut très, très facilement, et à la baisse, ça a du sens dès qu'on parle d'hybridation. Il est clair que l'on peut construire un cloud privé. Aujourd'hui, qui est ce qu'il est, avec une certaine quantité de ressources matérielles nécessaires et suffisantes pour faire tourner les infrastructures et les besoins des clients. Et puis au fur et à mesure où je vais éventuellement bouger des workloads dans le cloud public, je vais pouvoir décommissionner du matériel pour le, pourquoi pas, reconditionner comme on l'a vu hier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément important, c'est que la plateforme logicielle apporte un certain nombre de services qui permettent de casser des silos pour éviter d'acheter du matériel spécifique pour certains besoins. Du matériel spécifique. Et je pense que quand je parle de silos, je parle de silos de stockage. Dans les infrastructures traditionnelles, on a vraisemblablement et souvent un silo NAS, un silo SAN, un silo objet pour certains besoins, un silo de sauvegarde. Eh bien, l'infrastructure logicielle Nutanix permet de casser complètement ces silos, offre tous les services sur du matériel banalisé, quel qu'il soit, pour les fournir aux différents environnements applicatifs. Casser les silos aussi en termes de modèle de développement. Plutôt que d'avoir un silo qui va faire tourner de la machine virtuelle et un silo qui va faire tourner des applications dites cloud natives, ces deux services sont mis à disposition sur la plateforme logicielle. Casser les silos d'un point de vue applicatif. On voit très souvent chez nos clients un silo base de données, par exemple, et dans ce cadre, on a aussi un accord important avec nos partenaires HPE pour mettre à disposition notre service de base de données sur GreenLake. Donc un silo base de données, un silo poste de travail virtualisé, un troisième silo qui peut être par exemple du data lake. Eh bien, la plateforme est capable et est à même de fournir tous les services nécessaires et suffisants pour faire tourner sur le même socle matériel, au travers de notre plateforme logicielle, cet ensemble de besoins divers et variés qui seront hébergés par la même plateforme matérielle. Et donc ça permet d'économiser, de démarrer petit, d'économiser et d'utiliser au maximum. Et dernier point, c'est l'utilisation au maximum. On a toutes les fonctionnalités logicielles sur la plateforme logicielle qui permettent d'économiser l'espace disque relativement traditionnellement sur quelles que soient les typologies d'espace de stockage, mais aussi veiller à la réelle consommation des ressources. Faire en sorte que des environnements applicatifs, des machines virtuelles qui auront été dimensionnées à un instant donné, soient réellement utilisées telles qu'elles ont été dimensionnées au départ. Donc on a tous les mécanismes pour alerter, redimensionner les environnements qui auraient été surdimensionnés, arrêter les environnements qui éventuellement auraient été sous-dimensionnés, surdimensionnés, mais qui ne fonctionnent plus. Tous les mécanismes sont embarqués sur la plateforme logicielle pour tirer le meilleur parti et optimiser le maximum le matériel que l'on a mis à disposition pour fabriquer son infrastructure de cloud privé. Ok, Bruno. Alors, Gaël, donc on a eu déjà une vision de notre ami Pure Storage, puis Nutanix. Alors, qu'est-ce que vous avez de différent à proposer chez HPE pour participer à cette greenitude? Bon, déjà, merci pour la transition, Bruno. Oui, effectivement, on a deux approches. La première approche est arrivée il y a maintenant 3-4 ans, où on a effectivement fait le constat des problématiques que nous rencontrions au travers de ces problématiques d'éco-responsabilité. Donc, nous avons lancé une offre qui s'appelle GreenLake, une offre commerciale qui s'appelle GreenLake, que citait Bruno, et qui reprend effectivement, en tout cas qui donne la capacité à nos clients d'utiliser l'IT data center de manière mesurée et mesurable. On demande en quelque sorte. À la demande, ouais, effectivement, en mode as a service, pour pouvoir gérer les pics d'activité, mais également les baisses d'activité, et ne pas avoir à surconsommer de l'infrastructure dans le data center. Ça, c'était la première approche. Depuis, elle a fait des émules et elle se développe pas trop mal. Je pense que la dernière approche que nous avons eue et qui est très pertinente pour nos clients, c'est le fait de mettre à disposition désormais un portail qui permet à tout un chacun de déterminer sa configuration, son architecture serveur, stockage, et de déterminer effectivement l'empreinte carbone que va générer la configuration que vous êtes sur le point d'acheter. Et donc vous avez la possibilité à tout moment
de choisir le type de processeur, le type de carte, le type de disque, le type de mémoire dans une baie de stockage et de déterminer l'empreinte carbone qu'elle va générer. Et par moment, nos clients, avec cette réflexion, se disent je suis peut-être prêt à payer un petit peu plus, mais avoir une empreinte carbone qui soit 30, 40, 50% moins importante. Et au moins, en tout cas, au niveau d'HPE, l'objectif numéro 1, c'est de vous donner l'information pour que vous puissiez faire le bon choix au bon moment. Voilà. Alors Charles, je me tourne vers vous. On a été proche des infras, mais il n'y a pas que l'infra dans la vie déjà. Tous et toutes, on a vécu un confinement long. Et on s'est amusé, au vrai sens du terme, avec des outils collaboratifs pour certains qui étaient totalement inconnus, notamment la visio. Donc là, ça a été un boom extraordinaire de la part de Zoom. Donc le logiciel aussi va contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, mais dans quelle proportion? Bien sûr. Comment ça se passe? Notamment les outils de UCaaS, donc Unified Communication as a Service, comme Zoom. Alors, ça paraît évident qu'on parle de réduction des émissions des gaz à effet de serre quand on réduit les voyages professionnels et les déplacements, notamment. Pour mettre un chiffre sur ça, en 2020, l'utilisation de Zoom a permis d'éviter la production de 55 millions de tonnes de CO2. Donc on est sur des chiffres conséquents. Et on a nommé récemment les green leaders parmi nos clients. Et les 10 premiers à eux seuls, sur une période de 90 jours, ont évité la production de 685 000 tonnes de CO2. Donc pour comparer, sur la même période de 90 jours, c'est les émissions de 150 000 voitures, ou c'est l'équivalent de 11 millions d'arbres plantés. Voilà, donc la technologie au service du green, c'est une réalité. Bon, c'est évident quand on parle de solutions de visioconférence. D'ailleurs, JDN a sorti une étude au début du mois de juin. 87% des entreprises françaises disent que les voyages professionnels vont être amenés à être rationalisés. Évidemment, Zoom, comme tout le monde, on aime rencontrer nos collègues et nos clients, donc on ne prône pas du tout le zéro présentiel. Voilà. Néanmoins, les voyages d'affaires auraient tendance à baisser de 38% dans les années à venir. C'est ce que dit l'étude JDN qui vient de sortir. Alors, on parle beaucoup de PNB, de renaissance, de relocalisation, etc. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'emplois qui sont sauvegardés grâce à des technologies comme la vôtre? C'est bizarre comme question, mais non, c'est tout à fait. Elle est tout à fait pertinente, notamment dans le cadre de la crise Covid. Le Boston Consulting Group a sorti une étude au mois de mars, et pendant la crise Covid en 2020, en France, l'utilisation de l'ensemble des solutions de visioconférence a permis de sauvegarder 250 000 emplois et d'éviter la perte de 86 milliards de dollars de PIB. Donc on a évidemment tous vécu l'importance de l'utilisation de ces solutions, qui sont amenées à perdurer. Je le pense aussi. Alors, Hugues, hier on a parlé un petit peu de pénurie de matériaux. L'industrie informatique est en plein dans ce marasme. Comment? Alors vous avez expliqué tout à l'heure un petit peu, on réduit l'extraction, l'eau, etc. Donc, comment est-ce que vous gérez les tensions réelles qui existent sur ce marché des composants? Encore une fois, c'est Evergreen, c'est ce programme qui permet d'allonger la durée de vie et donc de moins avoir à consommer et à surconsommer. On a cité cette surconsommation. Donc il y a ce programme qui permet de gérer de la meilleure manière cette obsolescence matérielle, donc forcément, par effet de ricochet, comme je le disais précédemment, de moins produire. Et puis également, on a un peu abordé le terme du as a service, c'est indispensable. On a aussi des gros drivers cloud public qui nous amènent également à travailler sur ces sujets-là, puisqu'on parle beaucoup d'hybridation. Donc le fait de faire du as a service, et il y a un peu plus de 3 ans, Pure a sorti un programme qui s'appelle Pure as a Service. C'est la manière de consommer. On a besoin d'une capacité. Il y a deux axes, hein. Capacité, performance, catalogue de services. Vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. On va gérer l'ensemble de cette brique pour vous dans un modèle on-premise et hybride vers les cloud providers que vous connaissez et utilisez pour la plupart actuellement. Donc ça permet de consommer au plus juste. Et si on consomme au plus juste
dans un cercle vertueux, qui veut dire que l'on va aller moins produire. On produira toujours, hein. C'est vrai qu'hier, une personne citait le mieux pour éviter de ne pas être green, c'est de ne pas consommer. On sait que ça n'est pas possible. On doit continuer à consommer. Par contre, on peut arriver à consommer beaucoup mieux et surtout dans une équation économique qui va être beaucoup plus favorable. Et ça, on a pu le mesurer depuis 10 ans, parce que je parlais des cycles de rafraîchissement tout à l'heure. 10 ans, on est sur 2 cycles de rafraîchissement. On a regardé avec l'ensemble de nos clients quel était le coût de possession global. On a permis à nos clients d'économiser de l'argent. Donc là, on parle d'économie, donc moins de production, optimisation des espaces. Donc on est dans ce cercle vertueux. Exactement. Gaël, chez HPE, pareil, vous êtes un grand constructeur hein, de tout un tas de choses. Donc les composants, c'est essentiel, sinon ça marche beaucoup moins bien. Qu'est-ce que vous faites? On a plusieurs approches. Déjà, on a créé une usine en Europe qui est amenée à retraiter tous les matériels que nous confient les clients à la fin de leur vie. Et on les remet sur le marché, après les avoir nettoyés, revalidés. Marché de deuxième main. Marché de deuxième main, tout à fait. Et on voit de plus en plus de consultations où les clients nous demandent effectivement du matériel, en tout cas pour leurs nouveaux besoins, avec de la performance, et du matériel, j'ai envie de dire reconditionné, mais recertifié par le constructeur, qui permet effectivement d'utiliser pour des besoins, j'ai envie de dire, plus traditionnels. C'est la mort du brokering, ça, ou pas Non, pas vraiment. Non. Nous, on n'est pas vraiment dans le broc parce qu'on va certifier et puis on sait d'où viennent les matériels. Là, vous allez vous reprendre du marché. Exactement, on va reprendre du brokering. Dans le même temps, si je dois répondre à votre question initiale, qui était la crise des composants. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de toucher du bois, on s'en sort pas trop mal parce que je ne sais pas si c'est de la vision ou un peu de chance, et je miserais sur un peu de chance. HPE avait, il y a maintenant 2 ans, j'ai envie de dire, revu un petit peu son portfolio en ayant moins de serveurs, moins de baies de stockage à disposition de ses clients, parce qu'on avait un catalogue très très large. On rationalise la gamme, rationalisation maximum, exactement. Et donc du coup, on a pu concentrer effectivement nos derniers investissements, nos achats de composants de manière massive sur ces produits qui génèrent, ou en tout cas qui répondent à 90% des besoins de nos clients. Maintenant, la crise des composants actuelle, on ne va pas se mentir, hein, le mur est plutôt en face de nous que derrière nous. Donc là, en fait, effectivement, on a de grosses contraintes de matériel. C'est très vrai dans le monde du réseau, où on a des délais maintenant qui vont de 6 mois à 1 an pour approvisionner nos clients. Donc, vous voyez, c'est quand même conséquent. Et c'est valable pour tous les fabricants de matériel réseau. C'est moins vrai sur la partie serveur et stockage. Si je constate aujourd'hui les délais moyens, on a 2 semaines et demie à peu près de délais complémentaires par rapport à ce qu'on fait habituellement. Maintenant, nos fournisseurs et les contraintes que l'on a au niveau de notre supply nous montrent que les prix sont amenés à augmenter de la part de nos fournisseurs. Donc, et ça, c'est plus complexe. Le conseil c'est commander maintenant, quoi, grosso modo. J'ai presque envie de vous dire oui, mais pas vraiment, pour leur bien, mais pas vraiment pour la simple et bonne raison, c'est que les clients en fait ont bien connaissance et ont pris acte effectivement de cette crise mondiale et ont déjà anticipé en tout cas leurs achats de fin d'année. Là, pour rien vous cacher, on est voilà, dans une bonne dynamique, j'ai envie de dire commerciale, on va dire ça comme ça. Maintenant, non, j'invite les clients surtout à regarder le timing projet, leurs besoins en tout cas d'implémentation, parce que c'est ça qui va être important, et puis effectivement d'anticiper quand ils le peuvent leurs besoins d'acquisition de matériel pour pouvoir répondre aux enjeux business qu'ils ont. Et c'est là où il y a une différence. Maintenant, si on compare les coûts, si je compare à il y a 1 an, ben voilà, aujourd'hui on est entre plus 8 et plus 12% pour un même projet, pour un même besoin de calcul, tellement les prix sont à la hausse. Et ça va encore augmenter sur la fin d'année. Voilà. Bien, à bon entendeur. Il faut l'avoir en tête. À bon entendeur, salut. Alors, on parlait un petit peu de clients. Charlotte, vous avez plein de clients en France. Est-ce qu'il y en a quelques-uns dont vous pouvez citer le nom ou partager avec nous? Oui, bien sûr. La première chose que je voulais que je souhaite dire par rapport à cette question, c'est que Zoom a été découvert par le grand public lors de la pandémie, mais Zoom existe depuis 10 ans, et vraiment l'ADN de Zoom, c'est d'assurer la continuité du business et du travail pour les entreprises. Donc, en effet, on a de nombreux clients. Oui. En France, on a par exemple Deezer, Criteo, Sanofi. Voilà, on a beaucoup d'institutions gouvernementales, des agences nationales, de nombreuses, presque toutes les universités, de nombreuses écoles publiques ou privées. Voilà. Bon. Oui, alors, vous m'avez dit également que vous avez
permis à l'éducation nationale et aux étudiants de poursuivre Tout à fait. plutôt mieux que mal leur cursus scolaire. Tout à fait. Donc, encore une fois, pendant la pandémie, on a offert 95 milliards de minutes d'utilisation de Zoom aux écoles, aux universités, pour permettre d'assurer la continuité de l'éducation, en effet. Et la solution Zoom est gratuite pour les écoles primaires et les collèges. Ouais. Merci, Zoom. Alors, puisqu'on est dans les clients, Hugues, quelques petits exemples de références emblématiques en termes de green, évidemment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. On ne peut pas citer tout le monde, forcément. Non. Et il y a de la confidentialité. Normal. Mais je dirais, on travaille depuis plus de 5 ans maintenant avec le groupe Eiffage. On est dans le schéma directeur RSE. Donc le choix... je crois que quelqu'un a cité la pondération qui arrive, je crois que c'est toi Gaël, qui arrive de plus en plus dans les consultations sur cet aspect green. Et est-ce qu'on est dans le schéma RSE? Là, on y est pleinement. On a permis d'optimiser très fortement l'espace en data center, la consommation électrique et les coûts d'évolution et d'ajout matériel. Donc ça par le logiciel et évidemment par le matériel. Et puis je citerai également Groupama, division par plus de 10 de l'empreinte data center. Bravo. Pareil, schéma RSE. Alors là, on n'est plus dans le matériel, mais je retourne chez Bruno. Quelques exemples de clients emblématiques qui... Je dirais que des exemples de clients emblématiques, c'est tous les grands clients. Tous nos grands clients ont commencé pour illustrer je n'achète et je n'installe et je n'utilise que ce dont j'ai vraiment besoin à un moment T et je le fais grossir, évoluer à la hausse comme à la baisse. Tous nos grands clients ont tous commencé par utiliser la technologie Nutanix sur un cas d'usage particulier, poste de travail virtualisé par exemple, ou environnement de base de données, ou virtualisation de serveurs pour le dev, le test, etc. Et ils ont tous fait grossir leurs infrastructures. En fait, il y a vraiment une caractéristique chez Nutanix, c'est en général, on rentre avec relativement peu, on rentre petit, et les clients appréhendent la technologie, la maîtrisent, en apprécient au quotidien l'usage et la simplicité, et la font évoluer au fur et à mesure. Donc le credo d'y n'acheter aujourd'hui que ce dont j'ai besoin et de le faire évoluer, c'est concrètement ce qui se passe aujourd'hui chez tous nos clients. Alors Bruno, je vais rester avec vous. Vous faites déjà tous et toutes des choses merveilleuses, mais qu'est-ce qui sera encore plus joli, plus beau demain ? Pour aller plus loin, c'est quoi vos solutions? Alors, ce qui est plus joli, plus beau demain, voire aujourd'hui, entre guillemets, c'est l'hybridation et l'aspect multi-cloud public de notre plateforme logicielle. Notre plateforme logicielle est disponible à la fois sur des infrastructures on-prem, sur du GreenLake par exemple, mais sur des infrastructures on-prem en dehors n'importe quelle, et bien évidemment chez les principaux cloud providers publics, AWS, Azure, et on a annoncé un accord important avec OVH, et ça va rentrer en production à la rentrée. Et donc l'objectif est relativement simple. Il est, comme on sait pertinemment qu'un certain nombre de workloads, et ça a du sens de les faire migrer dans le cloud public. D'un point de vue green, ça a vraiment du sens de les faire migrer dans le cloud public. Eh bien, de simplifier cette hybridation pour faire en sorte de considérer ces fournisseurs de cloud public comme des simples extensions naturelles des infrastructures que l'on peut avoir on-prem, donc en masquant complètement la complexité de l'hybridation entre le on-prem et vers le cloud public. Et ça, c'est un point vraiment essentiel de notre stratégie à moyen long terme. Charlotte, c'était pas prévu, mais quoi de joli demain? Quoi de joli demain? Je voulais rajouter en effet que les dernières études qui sortent montrent qu'en France, plus de 80% des entreprises pensent que les solutions de collaboration de UCaaS sont amenées pour durer. Et il faut bien avoir en tête que les solutions de communication unifiée, c'est pas seulement la visioconférence, c'est la téléphonie. Donc Zoom propose aussi la téléphonie, les webinars, le chat, etc. On lance bientôt une plateforme d'événements en ligne professionnels qui va s'appeler Zoom Events. Voilà, donc il y a tous les outils et la technologie est vraiment là pour accompagner la transformation vers l'hybridation du travail, vers l'hybridation du business. Et voilà, beaucoup de belles choses à venir. Merci Charlotte. Alors, dernière question pour Hugues. Pareil, on fait déjà beaucoup de choses chez Pure, mais qu'est-ce qu'il y aura encore de mieux demain? Le logiciel, on est d'abord éditeur de logiciels. On a fait le choix d'avoir l'empreinte matérielle, parce que quand on arrive à faire l'alchimie entre les deux, c'est là où on est dans l'optimisation. Donc d'abord le logiciel,
Forcément l'hybridation, on a tous dit, hein, c'est le sujet. Comment est-ce qu'on va piloter tout ce type de données? Il y a des données structurées, non structurées, containerisées. IDC dit que d'ici 2025, on aura 85% des nouvelles apps qui seront toutes containerisées et plutôt dans de la donnée non structurée. Donc tout ça, il faut le piloter et le gérer. Donc le logiciel, fortement, réduction au maximum de l'empreinte, le programme de as a service, oui. Et puis on travaille toujours sur cette partie matérielle parce que faire que du logiciel, c'est bien, mais il faut bien qu'on puisse stocker ces données-là quelque part. Hein. 175 zeta-octets d'ici 2025, donc il va bien falloir s'en occuper. Et avec toutes ces histoires de terres rares, de cobalt et autres et d'extraction. Donc il faut trouver la bonne équation. Gaël, pour terminer, quoi de joli pour demain? Pour ne pas parler de nos matériels, parce que je pense que ce n'est pas le sujet du jour, nous on a plusieurs réflexions. La réflexion côté client, la réflexion côté HPE, la réflexion côté client, et je veux que les clients l'aient en tête, c'est qu'une fois qu'on a produit nos hardware et qu'on les met à disposition de nos clients, 60% de l'empreinte carbone, elle est chez eux, sur le cycle de vie du produit. Donc il y a quand même, pas mal de conseils à apporter côté client pour mieux utiliser, avoir les bons contrats qui permettent effectivement d'allumer d'éteindre. Maintenant, au-delà de ça, nous, on a décidé côté HPE de certifier tous nos matériels sur les nouvelles normes TCO, qui sont des normes nordiques au niveau mondial, qui permettent d'aller plus loin sur la réduction de l'empreinte carbone. La réduction de l'empreinte carbone, vous le savez, hein, elle part principalement d'Asie pour être livrée en Europe. Hein, nos hardware passent par massivement des bateaux ou massivement de l'avion. Donc nous, on est en train de réfléchir non seulement à ramener nos usines, bien sûr, en Europe, en Amérique du Sud et aux US, au plus près des clients. Donc ça, c'est en cours. Maintenant, il y a une étape intermédiaire avant d'arriver à ça. C'est comment on optimise le transport pour avoir une empreinte carbone qui soit plus responsable. Et aujourd'hui, on est en train d'étudier des solutions de type train à gaz, voilà, pour ramener les composants d'Asie vers l'Europe. Et ces trains à gaz, aujourd'hui, et on est bien parti pour, ça réduit l'empreinte carbone de quasiment 90%, versus un bateau ou versus un avion. Donc c'est quelques euros de plus. On essaie de faire en sorte de revenir à un coût qui soit équivalent à ce qu'on pourrait faire avec du bateau. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est les solutions sur lesquelles on travaille actuellement. Voilà. Bien, j'ai envie de dire merci à Hugues, merci à Gaël, merci à Charlotte et merci à Bruno pour cet éclairage sur leur contribution. Merci, messieurs, dames.